suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face un nouveau numéro. Je reçois Madame Ifoku Marie-Josée Mputampunga, avec qui nous allons parler de plein de sujets d'actualité, les discours du président de la République, les défis du gouvernement et tout le reste, mais surtout sur son Asbel qui vient de sortir. C'est Inatosha, ça veut dire Ikoki, en swahili on dira Inaisha. On en parlera avec Madame la présidente de l'Alliance nationale des élites du Congo, désormais présidente de l'association Ekoki. Comment allez-vous, Madame Ifoku? Je vais bien, Monsieur Christian Bossende. Je ferai de mon mieux pour vous appeler Maman Ifoku. Je crois que c'est beaucoup plus familier comme ça. On en parlera. D'abord, il faut dire que depuis un certain temps, vous avez été candidate à l'élection présidentielle. Vous avez rencontré beaucoup de choses et tout ça. Aujourd'hui, comment vous vivez d'abord personnellement cette après-élection présidentielle? D'abord, c'est une expérience très enrichissante. Que j'ai beaucoup apprécié parce que ça m'a permis de comprendre certaines réalités du pays. Les enjeux de la RDC, nous sommes un pays de grands enjeux et peut-être je pense qu'on ne le dit pas assez souvent ou les gens ne s'en rendent pas compte. Et avoir été candidate à ce niveau-là me fait réaliser qu'on ne peut pas regarder à soi, on doit vraiment regarder aux autres, aux intérêts du peuple congolais, et pouvoir se mettre ensemble avec tous ceux-là qui veulent construire une véritable nation. Qu'est-ce qui a fait que Félix Tshisekedi soit élu président et pas vous? Bon, je pense aussi, c'est tout simplement leur histoire. C'est un grand parti politique, ça fait 37 ans qu'ils sont sur la scène politique, ils sont plus connus, il est plus connu que moi, donc même au moment de la campagne, quand je m'exprimais, le peuple disait « Ah, aux autres, ça l'a bien, mais on ne te connaît pas d'où tu viens et tout », alors qu'eux, ils avaient déjà fait leur preuve sur la scène politique, donc ça devenait plus facile pour eux de passer. C'est un grand parti de l'opposition. Est-ce que 100 000 $ c'était un coup de pub pour vous, pour que vous puissiez savoir qu'il y a une dame qui existe au pays qui peut penser, et vous avez payé le 100 000 $, ou c'était vraiment calculé, vous pensiez devenir présidente de la République? C'était important pour moi de le faire, et heureusement que je l'ai fait, parce que je me suis retrouvée la seule femme, mais sinon il n'y aurait pas eu de femmes à ce niveau-là. C'était important pour moi de le faire, tout en sachant très bien que j'avais très peu de chances d'y arriver. Mais au moins, il fallait commencer quelque part, il fallait frapper fort. Et j'ai eu cette audace-là d'aller frapper fort, et ça porte du fruit aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai une tribune. Aujourd'hui je peux passer, vous allez me présenter comme la seule femme candidate aux élections présidentielles. Et en plus, j'ai une vision, ce n'est pas un jeu, je ne me suis pas levé pour faire un défilé de mode et gaspiller 100 000 $. Non, bien au contraire. Mais parce que j'ai une vision, parce que je pense qu'on peut contribuer à construire ce pays. C'est pourquoi nous avons osé. Il y a des langues qui disent que c'est Kabila qui vous a financé 100 000 $ pour essayer un peu de crédibiliser l'action de l'élection. Est-ce que vous répondez à ces questions? Bon, quand les langues racontent, je vois qu'on est habitué maintenant. Maintenant que je me suis lancé en politique, je réalise que à chaque fois, il y a toujours des langues, comme vous le dites, qui doivent dire des choses contraires. J'ai toujours dit déjà aux gens, je n'ai jamais rencontré le président de l'époque, Kabila. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, même quand j'étais gouverneur, je n'ai jamais rencontré... Il vous a nommé gouverneur? Comment? Oui, pas nommé, on a été élu gouverneur. J'ai été nommé commissaire spécial. Ben, ça ressemblait au gouverneur à un moment donné. Oui, oui, exactement. Ça avait pris la place de gouverneur. Et j'étais dans le parti de Pius Mabule. Aujourd'hui, je peux en parler de manière un peu plus à l'aise, parce qu'à l'époque, c'était un peu comme l'exposé, comme lui était resté avec le FCC, et donc je ne mettais pas souvent ça en exergue, mais c'est par Pius Mabule que j'ai été nommé à l'époque commissaire spécial adjointe d'Ecofidé. Est-ce que vous regrettez le fait que vous avez perdu 100 000 $? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Je vous ai dit, le jeu en vaut la chandelle. Je ne regrette pas du tout.
C'est quand même une bagatelle, c'est pas une petite somme, c'est 100 000 $. Mais quand on regarde 100 millions de Congolais qui souffrent, moi, je ne regarde pas ces 100 000 $-là. Vous aurez pu construire 2 écoles, 3 écoles, une grande entreprise, une usine. Ça aurait usine. donné quoi, en réalité? Vous aurez donné de l'emploi. Ça aurait donné quoi? Mais à un minimum, il faut une suite, il faut entretenir. Ça aurait donné quoi? Il faut commencer quelque part. Il faut oser. Chacun a son rêve. Pour moi, c'était ça mon rêve. Et je me dis, pourquoi ne pas oser cela? Même si j'avais construit 2, 3 écoles, je ne pense pas que j'aurais résolu le problème de la République. Mais quand je regardais la scène politique à cette époque-là, alors que je l'ai côtoyé, puisque j'étais dans la vente de l'automobile, j'étais directeur général, et j'ai côtoyé ces politiciens, je me dis, mais c'est pas possible. Personne ne semble se soucier du peuple congolais. Et j'ai posé des questions à chacun, souvent, aux députés, aux ministres que je rencontrais, aux mandataires, mais je voyais bien que le Congo, il n'avait pas un réel souci du développement du Congo. Je voyais qu'ils pensaient toujours à eux, c'était eux, et alors que la politique, c'est l'oubli de soi pour l'intérêt de tous. Pourquoi vous avez choisi d'accompagner Félix Tshisekedi? Est-ce que c'est un choix par défaut ou un choix réfléchi? Non, c'est un choix réfléchi. C'est un choix réfléchi. À l'époque, même quand on m'avait posé cette question-là, j'essaie de me rappeler toujours, c'était quoi comme télévision dans la campagne. C'était un choix réfléchi. Un choix réfléchi parce que depuis que je regarde les présidents que nous avons eus dans ce pays plutôt, je trouve qu'ils n'ont pas un cœur. Ils ont un cœur de pierre. Ils ont eu un cœur de pierre. Mais lui, je trouve qu'il a un cœur de chair. Et c'est ça qui m'intéresse. Il tient un discours quand même incroyable, même s'il y a beaucoup de critiques. Mais je vois quand même qu'il a un cœur de chair. Et c'est ça qui est important. Pour gérer des gens, il faut les aimer. Pour gérer des gens, il faut avoir ce cœur-là. Parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions audacieuses pour pouvoir nous aider à sortir de là. Donc, j'ai fait le choix de l'accompagner pour la simple et bonne raison que j'ai compris que seul on n'y arrivera pas. On est obligé de se mettre ensemble. Donc, aller toujours à l'opposition parce qu'on n'a pas gagné les élections, je trouve que ce n'est pas nécessairement raisonnable. Nous sommes dans une situation où tous les Congolais devraient se mettre ensemble. Est-ce que vous avez de bons rapports avec lui personnellement? Oui, oui. Alors, on va rentrer dans le gouvernement parce que finalement, vous avez suivi le gouvernement, mais avant le gouvernement, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la réqualification de la majorité parlementaire, il y a eu l'éviction de Mme Mabunda, il y a eu la chute de monsieur du Sénat. Et tout ça, de quel œil avez-vous vu toutes ces choses? Est-ce que vous les avez déjà à un moment donné annoncées? Est-ce que c'était une prédiction déjà bien faite? Est-ce que c'était une suite logique ou c'était un coup de génie, un coup de maître de la part du président ou des architectes de cette histoire? Pour nous, c'était une suite logique. Hein, pour nous, ça devait se faire ainsi. Parce que nous l'avons annoncé avant. Nous avons initié même une pétition avant que tout cela ne s'annonce. Et les 4 choses que nous avons demandées, la seule différence au niveau de l'Assemblée, nous avons demandé la dissolution. Et là, c'est le bureau qui est tombé. Mais tout ce qui est arrivé, nous avons dit le gouvernement Ilukamba doit être balayé. Nous, on avait dit l'Assemblée devait être dissous. Nous avons dit, il y a 4 choses qui sont arrivées. Hein. Nous, on n'avait pas parlé du Sénat. On avait dit le divorce. FCCK devait absolument avoir lieu parce que ça nous empêchait d'avancer, ça nous empêchait de décoller. Donc, ce sont des choses que nous avons vues et que nous avons déclarées aussi parce qu'à travers une pétition qu'on avait initiée, nous demandons au peuple congolais, nous avons consulté le peuple congolais pour leur dire il faut qu'on arrive à ça parce que sinon, le président Félix ne pourra pas travailler et nous allons nous retrouver coincés et aller dans des élections où ces gens-là risquent de revenir. Donc, il faut absolument qu'ils partent définitivement. Et à notre grande surprise, on a vu quelques jours plus tard le président Félix tenir le même discours. Alors pour nous, nous étions heureux. Nous avons prédit cela. Mais après, qu'est-ce qui a changé dans la vie des Congolais? Non, mais le problème, ce n'est pas qu'est-ce qui a changé dans la vie des Congolais. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Allez-y. Vous devez voir que nous sommes comme dans un trou profond et nous devons remonter à la surface pour voir la lumière. Mais quand le travail de montée commence, on commence à prendre des marches. Mais c'est clair qu'il y a d'autres gens qui ne vont pas voir parce qu'ils sont toujours dans le noir. Mais il y a des préalables. Comment voulez-vous travailler pendant 2 ans alors qu'on était dans des disputes où les gens ne pensaient qu'à leurs intérêts et qui ne pensaient qu'au pouvoir pour le pouvoir? Mais Kabila a répondu à cette question en disant que les députés vont vous coûter extrêmement cher. Et on a vu la supercherie, on a vu les chantages. Lorsque le gouvernement est sorti, on a vu comment les députés ont dit, bon, on va bloquer l'investiture, on va aller dans ceci, on va aller dans cela. Et il a fallu que les chefs de l'État les reçoivent encore chez lui. Alors, est-ce que vous pensez que ça sera comme ça toutes les fois? Il y aura des blocages, le chef de l'État va inviter les députés chez lui, discuter, parler, négocier. Est-ce que l'avancement du pays sera négocié à chaque instant?
Je pense qu'on risque de revenir au point dont je vous ai parlé. Le seul point que nous n'avons pas obtenu, C'est la dissolution. on a eu, oui, voilà. Il faut que le peuple le comprenne qu'on ne peut pas continuer à jouer. Nous sommes dans une période transitoire et il faut que les choses changent. Et si le peuple est distrait, nous risquons de retourner à comme avant. C'est pour ça, pour nous, le premier allié du président de la République, c'est le peuple congolais. Et le peuple congolais doit le comprendre. Il ne faut pas que les députés jouent avec nous. Il ne faut pas que les députés jouent avec le peuple. Donc, s'ils recommencent ces petits jeux-là, à vouloir menacer le gouvernement au lieu de contrôler et faire leur travail, il faut demander au peuple de se lever et de balayer tout simplement cette assemblée. Point barre à la ligne, il n'y aura plus de négociations. Selon nous, du moins, nous demanderons au président de la République, n'allez pas vers les négociations, il y en a marre des négociations. Les gens disent que vous induisez les chefs de l'État en erreur, vous voulez faire de lui un dictateur. Parce Ah que, bon? oui, franchement, parce qu'à tout moment, on dit vous êtes cassante, donc vous êtes gens tranchés, quand ils veulent pas révoquer l'Assemblée nationale, ils veulent pas faire ceci, ils veulent pas divorcer. Et on dit que vous avez une toute petite marge de négociation. Vous n'accordez pas beaucoup de temps aux négociations, alors que dans un pays, il faut accorder un peu de négociation aux gens. Oui, je suis parfaitement d'accord qu'il faut aller vers les négociations. Mais heureusement qu'il y a des gens comme nous qui levons la voix et nous osons dire des choses que les autres disent dans les petits salons parce qu'ils ne voient que leur pouvoir. Nous prenons des risques. Et nous prenons des risques qui peuvent nous retomber dessus aussi, mais nous assumons parce que nous ne nous sommes pas levés pour avoir un poste, mais nous nous sommes levés pour que les choses changent dans ce pays. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être à l'extrême. Vous savez, quand on regarde souvent des films, il y a deux policiers, il y a toujours un méchant et un bon, quoi. Donc, moi, je joue le rôle du méchant, si vous voulez. Mais c'est une façon de mettre la pression à ces gens pour qu'ils comprennent que le temps de jouer est passé. On est dans un temps où le peuple doit se retrouver parce que c'est le slogan de l'UDPS, le peuple d'abord. Ça ne vous fait pas beaucoup d'ennemis? Bon, Vous assumez? c'est la vie, hein. Alors, une question de provocation pour passer à autre chose. Nous avons vu Madame Mabunda, qui est de votre province d'ailleurs, même si c'est vraiment pas important de le signaler. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenue alors que c'est une femme que les étrangers ont soutenue malheureusement ou heureusement? Mais c'est pas que j'ai pas. Le problème ici, c'est pas soutenir une femme à n'importe quel prix. Le problème ici, c'est que nous parlons d'un peuple. Et moi, je suis contre soutenir une autorité morale ou quoi que ce soit. Même le président Félix, il y a une limite. Je le soutiens à cause de son idéal. Il faut soutenir un idéal, mais pas soutenir un individu à n'importe quel prix. Malheureusement, elle montrait trop que c'était toujours le président Kabila de l'époque qui était son président. Et elle montrait trop qu'elle travaillait pour lui alors que elle était là pour représenter le peuple. C'était la représentante principale du peuple congolais. C'est elle la présidente de l'Assemblée nationale. Elle ne devait pas l'oublier. Et c'est ça qui mettait un peu à mal. Mais je veux dire, en tant qu'individu, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme-là. En tant que personnalité politique, c'est une femme très intelligente et que j'admire, c'est un modèle pour moi aussi. Mais sauf que bon, on n'a pas les mêmes points de vue. Alors, on ne va pas le faire à n'importe quel prix parce que nous sommes des femmes. Alors, Madame Eve Bazaïba, qui sera depuis 2000, on va dire, la première femme, si je me trompe, à être vice-premier ministre. Est-ce que pour vous, c'était un pas dans la victoire du combat de la femme et tout, mais vous n'avez pas tweeté sur ça? Ah oui, bien sûr. Ah, vous avez tweeté sur Madame Bazaïba? Ah, ça, je n'ai pas vu. Ah oui. 5 minutes après, quand j'ai vu la liste sortir, ah, d'accord. C'était même pas fini. J'ai dit félicitations, Madame Eve Bazaïba, vous le méritez. Madame Bazaïba a mené son combat. Madame Bazaïba a maintenu la maison MLC, parce que je ne suis pas convaincu si c'était un homme que cette maison sera encore en vie. Donc c'est une femme qui mérite définitivement ce poste. Elle le mérite. Plus que nous toutes, elle le mérite. Est-ce que, quel est le point de divergence, en fait, pas le point de divergence, mais qu'est-ce qui vous différencie d'elle, vous, dans votre idéal politique? Qu'est-ce qui nous différencie d'elle, de Madame Bazaïba? Oh, quelle bonne question. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas son idéal parce qu'elle est dans un parti politique et elle est obligée de suivre pas à pas, comment dire, elle est comme dans un carcan, dans un carton, alors que moi j'ai une certaine liberté, je suis la présidente de ce parti-là et la vision, c'est moi qui impulse ce qui se passe un peu dans le parti, donc moi je suis quand même dans une position numéro 1, alors qu'elle, elle était secrétaire générale, c'est vrai que c'était un grand poste aussi. Et donc, on n'a pas exactement le même positionnement par rapport à un idéal, par rapport à une vision. Je pense que c'est ça qui peut un peu nous différencier. Mais en termes de courage, en termes d'audace, de force, je pense qu'on peut se rejoindre. Pour moi, c'est un véritable modèle. C'est une dame qui m'a inspiré.
C'est une dame qui a osé se battre dans un milieu purement d'hommes. C'est ce que je fais aujourd'hui aussi. Très bien. Donc, Alors, parlons du gouvernement maintenant, Samalou Konde. Est-ce qu'il vous inspire confiance, le Premier ministre? mais bon, je ne le connais pas très bien, je dois vous avouer. C'est quelqu'un que je ne connais pas très bien. Je sais qu'il était directeur général de la GECAMINE, mais Oui. je ne connais pas vraiment. Mais je préfère lui accorder le bénéfice du doute. Et vous pensez que son plan, son programme, est-ce que vous l'avez lu, le programme du gouvernement, est-ce que vous l'avez effleuré, ne serait-ce qu'un Je l'ai peu? quand même effleuré. Et, Oui. je trouve qu'il est audacieux et ambitieux. Et on lui accorde le bénéfice du doute, comme je vous ai dit ça. Et nous allons voir. Je pense que le juger avant, ça sera un peu difficile. C'est vrai que c'est un grand programme. J'ai entendu beaucoup de critiques, même des gens qui étaient au pouvoir auparavant, Oui. qui n'ont pas fait grand-chose, qui osent encore critiquer. Je trouve ça quand même gênant. C'est Madame Inagozi qui a dit que bon, on a tout vu, on a tout entendu, et elle s'attendait à quelque chose de nouveau, mais elle n'a pas vu ça, elle a vu Mais déjà qu'est-ce entendu. qu'elle peut avoir de nouveau? Moi, j'ai toujours dit, lorsque j'étais candidate aux élections présidentielles, je disais, le programme du gouvernement ne va pas, est le même pour tout le monde, en réalité. Donc, oui, c'est normal qu'il ait ce programme-là. Moi, je trouve qu'il est ambitieux. Il est, comment dire, il est la continuité de tout ce qui a toujours été dit, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on crée de plus? Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que, je dois le dire, vous avez un diplôme en pouvoir, administration et échange, et donc de l'Université de Paris 8. C'est-à-dire que vous êtes un grand cerveau en ce qui concerne l'administration et tout ça. Mais quand on parle du 6e axe du programme du gouvernement Sama, qui met en exergue la mise en place d'une véritable administration publique au service du citoyen, est-ce que vous pensez d'abord que la situation de l'administration aujourd'hui et le temps imparti, pensez-vous que c'est réaliste d'avoir une projection sur cette question? Je voudrais d'abord corriger, je n'ai pas un diplôme de... J'ai été à l'université Oui. De Paris 8, mais je n'ai pas terminé à Paris 8. Donc, je n'ai pas le diplôme. Mais vous avez n'empêche, étudié là-bas. Oui, Très bien. oui, j'ai étudié là-bas. Donc, oui, mais c'est vrai que c'est audacieux, mais il faut bien le faire. Ce sont des réformes qu'on doit entreprendre. On parle toujours de la continuité de l'État. Ceux qui viendront pourraient continuer, mais il faut bien qu'ils osent commencer quelque part. Parce que si on doit réfléchir tout en termes de temps, il ne va rien faire. Alors pour Massangou Moulongo par exemple, il dit pourquoi il ne serait pas concentré sur sur deux actions ou 3 actions au lieu de s'éparpiller sur 15 piliers, sur 62 axes. Est-ce que c'est pas trop pour Moi, 3 si vous ans? demandez mon avis, Oui. sincèrement, moi aussi, je me serais limité à quelques axes. Oui. Je pense que j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions. J'aurais fait ça. Mais bon, lui a voulu un tel programme audacieux. Alors, je pense qu'on lui donne la chance de le faire. Mais moi, personnellement, je me serais limité aussi à 7 axes principalement. Vu le temps imparti, je l'aurais fait de cette manière-là. Bon, maintenant, lui, il a jugé bon de le faire. Ben, peut-être qu'il en a les capacités. Lors du discours du chef de l'État, il dit par exemple, le chef de l'État a dit que la caisse des péréquations n'est vraiment pas le seul problème qui dérange la territorialité. Vous avez déjà géré la territoriale, vous savez ce que c'est. Est-ce que ce sont les vrais problèmes finalement? Quels sont les vrais problèmes de nos territoires, de nos provinces, de nos entités administratives? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Cette question m'a été posée même par des étrangers. Il y a eu décentralisation. Le vrai problème, franchement, c'est que nous faisons beaucoup de copies-coller. Le vrai problème, c'est que notre politique ou notre façon de faire les choses ne tient pas compte de nos réalités. Nous suivons trop ce qui se passe à l'international et moi, je pense que c'est pour ça que tout est un peu biaisé. Le programme de décentralisation, moi, je trouve ça extraordinaire. Et je pense que c'est une des solutions une des pistes de solution pour le développement de notre pays. Sauf que la manière dont les gouverneurs sont élus, il y a trop de traficotage. Et les députés qui sont là, qui sont des institutions budgétivores, ils ne servent à rien du tout. En 11 ans d'existence, je crois maintenant. Ouais. Alors, renseignez-vous. Plus d'11 ans, mais Oui, après, on se dit... combien d'édits ont-ils voté en Ouais, réalité? ouais. Pas grand-chose. Et donc, ils ne servent à rien. Vous souhaitez qu'on ferme ça Ah oui, si ça ne tenait qu'à moi, je ferme ces institutions-là. Si ça ne tenait qu'à moi. Je vous dis, j'en sais quelque chose, Oui. ils ne servent à rien. Oui, parce que vous avez été gouverneur, Mais vous oui, savez ce que ils ne c'est. travaillent pas, ils ne font aucune proposition de loi, c'est nous qu'on voyons. Et c'est toujours, ils veulent que